Heureuse de vous retrouver en ce début de la semaine pour vous informer. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette session de nos informations. D'abord, les grands titres. Dans ce grand direct, nous irons à l'est du pays pour parler du lancement ce lundi par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, de la phase industrielle du dégazage du dioxyde de carbone se trouvant dans le lac Kivu au niveau du golfe de Kabuno. Selon lui, ce dégazage vient répondre aux besoins de la population. Une délégation d'hommes d'affaires belges est attendue à Lubumbashi dans le tout prochain jour. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Konfwa-Kimimba, a été tenu informé de cette nouvelle ce lundi 30 janvier 2023 par la consul générale de la Belgique dans le Grand Katanga. Au Lualaba, nous parlerons de la lutte contre les tracasseries, les paiements illégaux, les fraudes fiscales qui étaient au menu de la réunion du ministère des Mines et les présidents des coopératives et les négociants dans la matinée de ce lundi 30 janvier dans la salle de réunion du ministère de l'Intérieur. Voilà tout pour les grands titres. Les détails, c'est tout de suite. Merci de nous choisir pour vous informer. On va ouvrir ce grand direct par la capitale où le pape François est attendu en République démocratique du Congo ce mardi 31 janvier. Il s'agit de la troisième visite d'un pape dans le pays après celle de Jean-Paul II en 1980 et 1985. 38 ans après, les attentes sont immenses, a évoqué le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Cette visite est annoncée au moment où les conflits s'enveniment dans l'est du pays, au nord Kivu et au sud. Et en Ituri, selon Fridolin Ambongo, cette visite va mettre la situation du Congo au cœur de la communauté internationale. Dorsem Tab nous en parle. Invité de RFI sur l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, pense que cette visite du pape va mettre la situation du Congo au cœur de la communauté internationale. Cette visite du pape sera un moment de grand honneur que le pape fera au peuple congolais. Le pape François arrive dans un contexte de crise et des misères que traversent les Congolais depuis déjà quelques décennies. L'insécurité, les groupes armés, pas seulement dans l'Est, mais presque partout en RDC. C'est pourquoi la visite du pape François se veut vraiment une visite de réconfort, a expliqué Fridolin Ambongo. Ambongo a dit avoir la certitude que le pape, rien que par sa présence en RDC, cela va permettre de mettre la situation au Congo au cœur de l'attention de la communauté internationale. Et le pape trouvera les mots justes pour parler de la situation du Congo. Le pape François entame cette semaine son voyage apostolique en Afrique. Il va s'y rendre en RDC ce mardi 31 janvier, puis au Soudan du Sud vendredi. Son arrivée à Kinshasa est très attendue alors qu'il devait s'y rendre en juillet dernier. Son voyage avait été reporté pour des raisons de santé, selon le Vatican. Il ne se rendra pas à Goma, dans l'Est, à cause du conflit, à la grande déception des populations victimes des attaques dans la région. Les Congolais attendent surtout un message de paix et de réconciliation, au besoin même des dénonciations de tous les crimes dans la région et d'interpellation. Atrocité en Ituri, l'Église catholique, par l'entremise de Monseigneur Otambi, propose un dialogue intercommunautaire pour résorber la crise sécuritaire dans cette province, un état de siège. Le prélat catholique l'a dit au patron de la territoriale à la veille de l'arrivée du pape à Kinshasa pour un message de réconfort à tous les Congolais. Tout ce qui se passe en Ituri, les atrocités de toutes sortes, cela nous préoccupe. Me préoccupe au plus haut point. Ainsi, j'ai estimé qu'il était important que je puisse échanger autour de cette problématique avec son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre pour voir ensemble comment conjuguer les efforts du côté institutionnel avec les côtés civils, les côtés ecclésiastiques, comment conjuguer les efforts pour proposer quelques pistes de solutions afin de restaurer la paix, la sécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Notre rapport, c'est
de lancer régulièrement des messages de paix, des messages de vivre ensemble. En fait, ceux qui se battent sont des frères. Les groupes armés tirent sur leurs propres frères et sœurs, créent une situation de détresse humanitaire, et ce n'est pas normal. Et à notre niveau comme Église, nous devons condamner, dénoncer ce genre de comportement et inviter les uns les autres à pouvoir se réconcilier pour restaurer, rétablir le vivre ensemble, rétablir la sécurité, la paix dans notre région. C'est ainsi que nous avons préconisé notre contribution et au gouvernement en termes de dialogue intracommunautaire, c'est-à-dire que chaque communauté de la province de l'Ituri puisse se retrouver, tous les membres puissent se retrouver pour faire une évaluation sans complaisance de ce qui se passe sur le terrain. Je l'ai dit dans le titre, lancement ce lundi par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo de la phase industrielle du dégazage du dioxyde de carbone se trouvant dans le lac Kivu au niveau du golfe de Kabuno. Selon lui, ce dégazage vient répondre aux besoins de la population car ce gaz constitue un danger une fois explosé. Le détail dans cet élément n'est Patrick Sialoua depuis Goma. Le lancement de cette phase industrielle du dégazage du golfe de Kabuno sur le lac Kivu raconte les préoccupations de la population sur les dangers que présente ce dioxyde de carbone. Se réjouit le ministre congolais des Hydrocarbures, Didier Boudimbo. Celui-ci appelle la population à s'approprier ces projets. Comme vous le savez, une éruption incontrôlée du gaz carbonique dissous dans les eaux du lac Kivu peut constituer un danger mortel pour les populations vivant aux alentours, à l'image de ce qui s'était passé au Cameroun, dans le lac Nyos en 1986. C'est ainsi qu'il y a 6 ans, mon ministère avait procédé à l'installation de 2 stations pilotes d'élimination de gaz carbonique dans le golfe de Cameroun. Sous l'impulsion du chef de l'État et à la lumière de l'éruption volcanique de mai 2021, il a été décidé de passer à la phase industrielle du dégazage qui permettra d'éliminer des grandes quantités de gaz carbonique. Pour ce faire, la société Limnological Engineering a été une fois de plus mise à contribution pour concevoir et fournir les équipements techniques nécessaires pour cette phase cruciale du dégazage. Malgré tous les défis logistiques rencontrés, je suis heureux d'annoncer ce jour que les équipements du dégazage pour l'installation de la première station sont arrivés sur place. Je fais donc un appel pressant à toute la population du Grand Kivu de s'approprier de tous ces projets et d'en garantir le succès. De son côté, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, salue cette matérialisation et souhaite voir le gouvernement congolais penser à l'exploitation du gaz méthane, se trouvant aussi dans le lac Kivu pour pallier au déficit énergétique de la ville de Goma. Soulignant que ces projets de dégazage du golfe de Kabuno sur le lac Kivu est entièrement lancé par le gouvernement congolais et exécuté par une firme des droits français. Parlons de la situation sécuritaire à l'est du pays. Plus d'une décennie déjà que la partie orientale de la RDC est déchirée par une insécurité permanente, sémée par des groupes rebelles dont le M23. À cet effet, différentes démarches ont été déjà entreprises dans la quête de la paix, mais sans succès. Quelques analystes politiques rencontrés par Michael Mutula et John Sindie pensent qu'il y a lieu de s'interroger sur les vraies causes de cette insécurité, mais aussi adapter l'armée congolaise aux réalités du terrain. Plus de détails dans ce long format. Pour Sylvain Kantolomba et Sami Kayombo, respectivement docteur en sociocritique et analyste politique, il faut identifier en amont les vraies causes de cette insécurité qui peuvent être internes ou externes. Moi j'ai toujours dit que la situation que notre pays connaît à l'Est est due à 2 sortes de causes. Nous avons d'une part les causes exogènes, mais nous avons aussi d'autre part les causes endogènes. Et aujourd'hui, cette mauvaise gouvernance est exploitée par le monde extérieur. Bon, vous avez beaucoup de jeunes qui devraient être occupés. On devait créer des emplois pour ces jeunes-là. Malheureusement, comme ce n'est pas le cas,
Ces jeunes sont facilement appelés par les groupes armés, mais aussi par le monde extérieur pour déstabiliser notre pays. La partie est du pays, c'est une partie qui est également riche en sol et en sous-sol. Ce qui fait que nous devons être capables d'identifier les causes de toutes les frustrations qui conduisent certains groupes à se former pour qu'ils deviennent des groupes rebelles. Et il y a également un autre problème aujourd'hui, la recrudescence du terrorisme. Et cet activisme-là, nous pouvons le juguler, premièrement en identifiant les centres d'endoctrinement. Et nous devons renforcer le contrôle du mouvement de population. Pour ces analystes, le gouvernement devra prendre conscience des potentialités qui regorgent son pays afin d'adapter une meilleure sécurité pour la protection de son territoire national. Que le gouvernement puisse initier un travail d'experts pour identifier les vraies causes de la guerre de l'Est du pays. Mais ceux qui viennent alimenter ces pillages trouvent un terrain déjà fertile. Et donc la disposition de certains groupes de citoyens à adhérer à ces schémas est due par le fait que nous n'arrivons pas à avoir le total contrôle sur nos citoyens et à apporter des satisfactions à leurs problèmes. Bon, la solution ne viendra pas de l'extérieur. Il faut d'abord que nous-mêmes à l'interne, nous puissions nous organiser. Nous organiser, c'est-à-dire quoi? Appliquer la politique de la justice distributive. Nous avons beaucoup de richesses. Est-ce que ces richesses doivent seulement profiter à une petite catégorie de Congolais? Je crois que non. Ces richesses devraient profiter à tout le peuple congolais. Et c'est de cette façon-là que tout le monde va se retrouver, tout le monde pourra gagner sa vie comme, plus ou moins comme il faut, de façon convenable, avec ce que nous avons comme richesse dans ce pays. Si le pays ne prend pas de dispositions pour se doter d'une armée professionnelle, bon, quand je dis armée professionnelle, c'est-à-dire une armée qui est bien formée, bien équipée et bien motivée, je crois que tant que nous n'aurons pas cette armée-là professionnelle, les voisins vont se permettre de faire n'importe quoi. Avis partagé par David Kayombo, qui aborde dans le même sens, appelant les gouvernements à faire preuve de tact dans la gestion de la crise sécuritaire au pays. Nous savons aussi que certaines causes sont économiques. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que l'Est de notre pays est riche en toutes sortes de minerais qui attisent la convoitise des parties prenantes immédiates, mais d'autres insoupçonnées. Bon, alors tout ceci montre qu'il faudra d'abord poser un diagnostic qui soit correct pour comprendre les causes profondes de cette insécurité. J'estime qu'il est important de privilégier la voie du dialogue si on doit asseoir une paix durable. Et face à l'inaction de la communauté internationale, Sylvain Kantolomba reste sceptique et estime que les Congolais doivent être en mesure de se prendre en charge. Vous le savez bien, nous disons toujours que la communauté internationale est caractérisée par l'hypocrisie. Les saluts de la République démocratique du Congo, les saluts de la partie est de notre pays ne viendra pas de la communauté internationale. Il faudra que nous puissions mettre toutes les intelligences, les expertises que nous avons dans notre pays, nous asseoir, nous regarder dans les yeux afin de chercher nous-mêmes des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. David Kayombo, quant à lui, pense que la communauté internationale devrait jouer le rôle d'un arbitre pour sanctionner les tireurs de ficelles dans la crise sécuritaire qui sévit à l'est de la RDC. Il faudra que la communauté internationale prenne des sanctions contre tous ceux qui tirent les ficelles. Il y a quelques avancées, mais il est très important que nous puissions continuer pour qu'on passe des simples condamnations à des sanctions économiques, des sanctions sévères qui vont faire que, par exemple, l'économie rwandaise puisse en souffrir. Notons que la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo reste inquiétante avec l'activisme de groupes armés locaux, notamment les M23, qui sèment la terreur dans la zone est du pays avec le soutien du Rwanda.
Dans le Haut-Katanga, une délégation d'hommes d'affaires belges est attendue à Lubumbashi dans les tout prochains jours. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kofwa-Kimimba a été tenu informé de cette nouvelle ce lundi 30 janvier 2023 par la consul générale de la Belgique dans le Grand Katanga. Regardez. 16 délégations d'entreprises wallonnes œuvrant dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'énergie et de l'eau vont séjourner dans le Haut-Katanga pour une mission économique et de prospection des marchés. Elles veulent aussi nouer des relations de collaboration avec les entreprises congolaises en général et katangaises en particulier. La consul générale de Belgique pour le Grand Katanga, Hilde Van, est venue également inviter les autorités provinciales à participer à cette mission économique. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être reçu par le vice-gouverneur en représentant le gouverneur de Haut-Katanga. Tout d'abord pour le présenter mes meilleurs vœux pour le nouvel an. Le but de ma visite, c'est d'inviter le gouverneur et les autorités haute-katangaises à la mission économique qui aura lieu à Lubumbashi la semaine prochaine, du 8 au 11 février. Ici. Les domaines qu'on a été choisis, c'est l'agriculture, la santé, l'énergie et eau, la construction et la digitalisation. Signalons que ces entreprises belges sont de la région de Wallonie. Le directeur général du guichet unique, le professeur Amissi, est à Kananga pour aider les entreprises à se formaliser pour le projet Transform, financé par la Banque mondiale. Dans une interview accordée à la presse locale, le professeur Amissi a indiqué venir aussi redynamiser l'opérationnalité du guichet unique du Kasaï central. On peut le suivre dans cet extrait choisi par Solène Toumbamoufika depuis Kananga. Je suis là pour pouvoir redynamiser, si je peux utiliser le mot, notre bureau, le bureau donc du guichet unique des caisses d'entreprise qui est installé depuis ici à Kananga, mais qui a connu depuis un certain temps une certaine léthargie et qui est préjudiciable aux opérateurs économiques. Mais avec, n'est-ce pas, cette ferveur qu'apporte la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, il fallait impérativement, n'est-ce pas, redynamiser les choses. Et c'est pour cette raison-là que je me retrouve là. Je suis là pour que notre bureau du guichet unique des caisses d'entreprise ici à Kananga puisse, n'est-ce pas, redémarrer avec force ces activités pour que tous les opérateurs économiques qui ont besoin de pouvoir formaliser leurs entreprises puissent le faire. Vous le savez, nous nous vantons toujours, nous sommes riches, mais moi je dis toujours que nous ne sommes pas riches, nous sommes potentiellement riches. Une chose est d'avoir les potentialités, mais une autre, c'est de savoir, et c'est ce qui est plus important, n'est-ce pas, transformer ces potentialités en richesse réelle. Nous sommes un service qui a été créé par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, avec comme mission justement de faciliter le processus de création d'entreprises. Quelqu'un qui veut créer son entreprise, il ne faudrait pas qu'on puisse continuer avec ce que moi j'appelais le parcours du combattant, c'est-à-dire qu'il puisse peiner pour formaliser son entreprise, mais il faut qu'il puisse le faire avec toute aisance et surtout en ne dépensant pas énormément d'argent. Dans l'actualité, il y a également le commissaire général du gouvernement en charge du tourisme, le docteur Joseph Chimwanga, qui séjourne en France avec une délégation des ambassadeurs du tourisme. La délégation dépêchée par l'autorité provinciale a pris part à la 25e édition du Salon international du tourisme de Rennes. Regardez. La 25e édition du Salon international du tourisme de Rennes a eu lieu au Parc Expo Rennes du 27 au 29 janvier 2023. Véritable bulle d'inspiration pour dénicher des vacances d'exception qui se doivent être de plus en plus personnalisées. Le site Rennes regroupe durant 3 jours les professionnels du tourisme. Les exposants de cette nouvelle édition viennent des 4 coins de la France et de l'étranger. La République démocratique du Congo, pays majestueux, touristique, participante des marques à travers la province magnifique du Lalaba, invitée par les biais
du ministère national du tourisme. Sous les directives de son excellence, la gouverneure Fifi Masuka Saini, dépêchait les commissaires en charge du tourisme, le docteur Joseph Timwanga et quelques ambassadeurs du tourisme. Les patrons du secteur en province a relevé que les assises constituent réellement un canal efficace d'attirer des investisseurs. Créer les jumelages entre Rennes et Lualaba, c'est aussi une occasion de saisir d'autres opportunités afin de matérialiser la vision de transformer notre entité qui détient à faire du tourisme un des piliers de la diversification de l'économie sous l'impulsion du président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par l'initiative de Madame la gouverneure, nous nous retrouvons en France, dans la ville de Rennes, pour représenter la République démocratique du Congo dans le cadre du Salon du tourisme international. Le site de Rennes propose des conférences adaptées au goût de chaque visiteur avec les thématiques sur des destinations telles que la Jordanie, le Canada, le Vietnam, l'Afrique du Sud, la Californie et aussi des sujets comme les influenceurs et le tourisme et aussi l'authenticité touristique. En Provence, la vice-gouverneure a effectué ce dimanche 29 janvier une visite d'inspection de quelques avenues du quartier Kabila et Gécamine dans la ville de Kolwezi et a constaté le délabrement avancé de ces avenues. Fifi Masuka Saini a ordonné les débuts des travaux pour contenir également les têtes d'érosion qui menacent les habitations. Dimanche 29 janvier 2023. La gouverneure du Lualaba n'a pas voulu se reposer pour se consacrer à la visite des différents chantiers d'Écologie. Fifi Masuka Saini a commencé par le quartier Kabila où les acteurs secondaires sont complètement délabrés avec l'avancée des têtes d'érosion qui menacent même les habitations. Accompagné du député national Passia Malandi, Fifi Masuka Saini a décidé sur le champ du début de travaux au niveau de l'avenue Rouège et d'autres de la contrée. Une action saluée chaleureusement par les habitants. La réhabilitation de ces artères va désengorger l'avenue Sogefort, dont les travaux de rénovation évoluent normalement. La chef de l'exécutif provincial a visité également le quartier Gécamine pour inspecter les avenues. Pour lutter contre les tracasseries, les paiements illégaux, les fraudes fiscales, le ministère des Mines a réuni les présidents des coopératives et les négociants dans la matinée de ce lundi 30 janvier dans la salle de réunion du ministère de l'Intérieur pour échanger sur toutes ces questions qui ne permettent pas l'épanouissement du secteur des mines. Les détails avec Olivier Kavoun et John Mwema. Maintenant, quand dépôt passe à mon kinda 600 tonnes, il y a 7% cobalt. Tout l'indique à l'être président 14 cobalt, tout le monde pour tout ce maire, il est quoi, il quitte au Michaban, tout votre cuisine. Où on a 50 tonnes ou 40 tonnes, mais tout pas de occasion pour Michaban cuisine. Nasi kama tunakolesha bile bintu, na mweka mwenda kule ma conseil des ministres, muboneshe ke bale vandu kaba ndala kima bana faible. C'est un moment tant attendu par les opérateurs miniers qui voulaient palper du doigt l'assainissement dans ces secteurs. Ceux derniers ont exposé devant le ministre provincial de tutelle ce qui les range dans ces secteurs. Même sur la Cour mondiale, les métaux, comment est-ce qu'il y a des ce sont les consommateurs finaux qui nous imposent les prix. Il est connu de tout le monde. Mais mambo moi je n'ai pas constaté que dans une province. Hapa kuivirenanza kupanda tunasikia furasi ma tunatafuta kwa équilibre barabamba ma coefficient mukria ma LME bana shusha. Pourquoi? On ne sait pas.
Pour Jacques Kaumba, ministre provincial des Mines, les opérateurs miniers ont le devoir de payer le taxe pour permettre à l'État de les encadrer. Il ajoute en disant que ces ministères est une unité de production sur laquelle la province compte beaucoup pour l'exécution du budget exercice 2023. Il y a le budget qui a prévu certaines réalisations dans les secteurs. Et il y a de dossiers qui ne cadrent pas avec le budget, mais c'est un problème d'information sur l'organisation et fonctionnement des structures, notamment coopératives et même les créateurs par rapport à leur structure. C'est-à-dire que c'était une question d'information. On va continuer à sensibiliser, à éduquer, à réformer là où il faut réformer. Nous sommes adressés aux acteurs du secteur minier artisanal, notamment les coopératives, les négociants et autres acteurs en rapport avec leur participation au budget de la province, exercice 2023 qui commence. Alors il fallait les sensibiliser pour que la participation du secteur soit effective. La participation de tous les opérateurs miniers dans l'assainissement du secteur est d'une importance capitale, a ajouté Jacques Kaumba, ministre provincial de Mines. Depuis la rupture de l'alliance FCC-CACH, le parti politique PPRD connaît une série de départs de certains de ses cadres. Le dernier cas en date est celui de Tundaya Kasende et Evariste Boshab. Quel avenir pour le PPRD, alors ancienne majorité parlementaire? Tony Kaseki, cadre du PPRD, et Jérim Bayo, analyste des questions d'actualité, répondent à cette question dans ce récit de Linda Kalenga et Oscar Kalambay. Pour Tony Kaseki, communicateur du PPRD Lolaba, le départ de ces caciques est d'abord un acte démocratique. Parce qu'on a renversé la majorité parlementaire qui était en la faveur du FCC et du PPRD. Mais aujourd'hui, cela nous a permis de découvrir qui était vrai et qui ne l'était pas. Les gens adhèrent à notre vision, à l'idéologie du parti. C'est de cette même manière que les gens partent. Donc les départs n'ont jamais été forcés. Jérim Bayo, analyste des questions d'actualité, pense que ceci est un mauvais présage. Nous sommes au courant de l'année électorale où chaque camp est en train d'affûter ses armes pour mettre en place les stratégies nécessaires pour descendre. Mais lorsqu'on commence à perdre des pointures comme celle-là, ça mérite questionnement. Bien que ce retrait ne soit pas sans impact sur le parti cher à Joseph Kabila, cet événement permet à cette structure de se renouveler. Des nouveaux cadres, nous avons le renouvellement de la classe politique et le PPRD n'est pas épargné. Donc nous aussi, nous faisons partie, nous sommes aussi concernés du renouvellement de la classe politique et donc vous allez voir des nouveaux cadres qui vont naître de ce parti. Il est impossible de dire que le parti va se vider de ses cadres, de ses membres ou de ses militants. Donc nous avons des jeunes qui sont là et qui vont prendre la relève, c'est tout. Les élections pointant à l'horizon, le président fondateur du PPRD est appelé à se prononcer sur la question, pourtant soit peu limiter ce vent. La question la plus épineuse, c'est celle de savoir que peut-on comprendre du silence légendaire de Joseph Kabila, qui est censé être l'autorité morale du PPRD et tant qu'il ne se sera pas prononcé sur une question ou une autre, le flou va demeurer. Il faut signaler que Evariste Boshab a adhéré à l'Union Sacrée et est désormais autorité morale du parti politique Alliance pour les Actions Citoyennes, AAAC. Et Tundaya Kasende promet de se prononcer sur son avenir politique dans les jours à venir. Une délégation du Conseil provincial de la jeunesse a effectué un déplacement pour le lancement de la campagne de sensibilisation des jeunes à l'enrôlement massif dans le territoire de Lubudi et à Fongourmé ce week-end. L'opération va se poursuivre dans les 4 autres territoires de la province du Lolaba. Les détails à cet élément sont à suivre dans nos prochaines éditions. Et nous, c'est par là que nous mettons un terme à ce grand direct d'aujourd'hui. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, de votre attention soutenue. Le programme reste en continu sur Mikuba Télévision.